Bonjour à toutes et à tous. J'ai le très grand plaisir de vous présenter cette table ronde et cette table ronde sur les exportations. Pourquoi la France doit exporter. Je vous présente Thierry Carlier, directeur du développement international à la DGA. Pascal Souris, directeur général en charge du développement international de Thales. Et le général Stéphane Abrial, directeur général délégué chez Safran. Non, c'est pas ça. D'accord. Désolé. Chez Safran quand même. C'est bon ? D'accord. Parfait. Alors, lors d'une audition nationale, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, la ministre des Armées s'est interrogée à voix haute. La France devrait-elle cesser toute vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ? Elle y a répondu évidemment par la négative. Vous, qui êtes sur le terrain tous les jours, pourquoi est-il si important pour la France et pour son industrie de défense d'exporter en général et en particulier dans ces pays-là ? Merci. Écoutez, puisque vous faites référence effectivement aux interventions récentes de la ministre, je crois qu'à la question pourquoi exporter, justement la ministre des Armées a apporté récemment une réponse qui est tout simplement parce que c'est vital pour notre souveraineté. Et ça, en fait, comme on va le voir juste après dans différentes composantes, c'est vrai que si on le pouvait, et c'est ce qu'on fait dans un premier temps, en fait, on privilégie le marché européen et le partenariat avec nos alliés en Europe. Mais justement, on sait aussi que ce marché est trop étroit. Pourquoi ? Parce que nos amis européens ne consacrent pas encore toujours suffisamment d'efforts à leur défense. D'autre part, certains d'entre eux aussi sont encore fondés à accepter certains types de dépendance. Donc il y a évidemment des démarches qui sont engagées pour remédier à tout ça, et qu'évidemment nous-mêmes on salue et qu'on soutient, notamment toutes les démarches menées par l'Union européenne et la Commission avec le Fonds européen de défense. Tout ça va dans le bon sens. Mais il nous faut exporter au-delà d'Europe. Et donc ça, on veut pouvoir le faire effectivement librement, en appliquant nos critères et également en fait en s'adressant à des pays qui expriment en fait vis-à-vis de nous des besoins qu'on estime légitimes pour s'équiper en système de défense et qui, dans ce cadre-là, souhaitent se tourner vers la France. Alors, pourquoi en fait est-ce qu'ils se tournent vers la France ? Eh bien, ils se tournent vers la France parce que la France est en mesure en fait de leur apporter des offres qui sont globales. Je crois que c'est un petit peu notre marque de fabrique, et ça date pas d'hier, c'est depuis longtemps, en fait, que la France en fait leur propose aussi tout un accompagnement, et ça évidemment c'est essentiel dans la façon de les aider et de les équiper, de répondre à leurs aspirations légitimes pour assurer en fait leur propre défense. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, peut-être à la différence de certains autres pays, dans une approche qu'on pourrait qualifier un petit peu de one-shot. Je vends un système d'armes et ensuite je me désengage ou je n'assiste pas le pays partenaire dans la façon dont on l'utilise. Alors, d'autre part, le marché, en fait, évidemment, des exportations d'armement, c'est un marché où on voit se développer une concurrence qui est exacerbée. Les pays clients eux-mêmes sont de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus exigeants dans ces démarches de partenariat que j'ai citées, mais également dans le domaine des transferts de technologies. Donc je dirais là aussi, la France peut leur apporter des solutions. Alors évidemment, on fait ça de manière encadrée. On fait attention nous-mêmes à protéger nos savoir-faire ou notre avance technologique dans un certain nombre de domaines. Mais là aussi, quand même, je pense que ça fait partie de notre marque de fabrique. Dans les partenariats qu'on peut leur proposer, en fait, on a tout un ensemble de palettes. Ça, en fait, dans certains cas, ils veulent s'adresser directement à notre industrie. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, l'État les soutient bien sûr notre industrie dans les offres qu'on va leur faire. Alors ça peut aller en fait avec diverses formes d'accompagnement étatique qui vont en fait s'adosser à un contrat commercial qui vont passer à nos industriels. Et puis au-delà de ça, il y a ceux qui nous disent, un petit peu c'est vrai à l'instar du système que leur proposent les Américains, en fait on souhaite nous-mêmes ne plus avoir d'interface directe avec l'industriel. On souhaiterait que ce soit la France qui fasse ça pour nous. Donc on est maintenant en mesure de proposer en fait de nouveaux systèmes qu'on a appelés de contrats d'État à État, ou qu'on appelle maintenant le contrat de partenariat gouvernemental,
dont le premier exemple, c'est ce qu'on a fait en fait récemment avec la Belgique. Donc les Belges en fait ayant fait le choix de la capacité Scorpion, exactement la même que la nôtre, ce qu'eux appellent en Belgique CAMO, capacité motorisée. Alors un autre exemple de l'équipe France, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est là devant vous dans ce format aujourd'hui, eh bien, c'est le fait que je crois qu'on fonctionne vraiment en équipe complètement intégrée et de manière très réactive entre l'État, alors dans ses différentes composantes, donc c'est les armées bien sûr, parce que le soutien des armées et l'accompagnement des armées dans la durée, il est complètement essentiel pour la vente des équipements de défense, la DGA, par l'expertise technique qu'elle apporte, et puis bien sûr nos industriels, de par les matériels qu'ils vont fournir. Alors exporter, c'est vrai que c'est aussi complètement indispensable au soutien de notre base industrielle et technologique de défense, ce qu'on appelle la BITD en France, 200 000 emplois directs et indirects. Et en fait, dans notre modèle économique, on sait que pour que notre BITD soit rentable, et c'est de toute façon le ratio qu'on a à l'heure actuelle, 30% est fait à l'export. Alors, donc ça, c'est de toute façon quelque chose qui doit évidemment être pérennisé et se développer. Et par ailleurs, ce qu'on sait également, c'est que nos cadences de production nationale, pour certains types de matériel, notamment les matériels aéronautiques, ne sont pas suffisantes pour rentabiliser certaines chaînes de production. Donc la loi de programmation militaire, c'était le cas de la loi précédente et c'est également le cas de la loi 1925, prend en compte des hypothèses en fait, de livraison à l'export de certains types de matériel pour arriver en fait, je dirais, à aller au-delà des cadences de production nationale qui seraient insuffisantes. Alors évidemment, tout ça ne veut pas dire, et ça vous le savez aussi, qu'on ne fait pas ça de manière extrêmement encadrée. Je crois qu'on peut dire qu'en France, on a quand même l'un des systèmes de contrôle dans le domaine des exportations d'armement qui fait partie des plus sérieux. Alors effectivement, vous savez tous que tout ça se fait via le truchement de la SIEMG, donc cette commission interministérielle sous l'autorité du Premier ministre. Je ne vais pas détailler ici, évidemment, le type de débat qu'on peut avoir en SIEMG, mais je pense qu'on peut quand même rappeler certains critères. D'une part, nous respectons tous les engagements internationaux pris par la France, donc le traité sur le commerce des armes, bien connu, la position commune de la PESC, et puis également l'application de tous les embargos auxquels la France est partie. D'autre part, on va faire à chaque fois extrêmement attention, et toute décision évidemment mûrement réfléchie, mûrement pesée, sur, évidemment, comme en plus nous on s'inscrit dans une démarche de partenariat qui est longue, comme je l'ai dit avant avec les pays clients, sur l'impact que ça va avoir sur l'équipement de ces pays dans la durée, la stabilité régionale, et puis également aussi l'impact que ça va avoir sur nos forces, protection de nos forces dans les zones considérées. Alors j'en veux pour preuve que de temps en temps, nos industriels nous le disent, et ils n'ont pas tort, les critères, ou les délais d'instruction en SIEMG peuvent s'allonger parce qu'on est justement effectivement dans une démarche quand même extrêmement exhaustive d'analyse de tous ces critères-là. Un tout dernier point que je voudrais développer avant de m'arrêter là dans un premier temps, c'est de dire que tout ça, comme vous l'avez bien compris, c'est l'exercice d'une politique qui est essentiellement, quand même, qui doit pouvoir continuer à s'exercer à un niveau régalien et national. Alors vous allez me dire comment concilier ça, en fait, avec notamment les consolidations industrielles à l'époque européenne, à l'échelle européenne, puisqu'en fait, il faut que nous restions capables d'exercer cette politique au niveau national, alors même que notre base industrielle et technologique de défense devient de plus en plus européenne. Ça veut dire qu'avec les pays avec lesquels nous sommes partenaires, le Royaume-Uni par exemple, ou l'Allemagne, nous devons disposer des outils qui nous permettent, en fait, ou qui permettent à chacun des pays de pouvoir exercer de manière souveraine sa politique d'exportation en s'appuyant sur des produits qui sont pourtant développés ensemble ou qui font appel à des composants qui viennent de l'autre nation, pour que chacun puisse, je dirais, continuer à avoir sa pleine souveraineté en la matière. Donc c'est vrai que dans le domaine, par exemple, on a des débats actuellement avec l'Allemagne pour mettre au point un certain nombre d'instruments et d'accords qui vont nous permettre en fait de faire ça. Et ces accords sont actuellement en bonne voie. Je crois qu'on est en train de trouver des solutions qui nous permettront d'y arriver. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans un premier temps.
Alors, je vais donner le point de vue d'un industriel qui est d'ailleurs très cohérent avec le point de vue que vient d'exprimer Thierry Carlier. Je vais reprendre un mot qu'il a utilisé tout au début dans sa première phrase. L'export est effectivement vital pour l'industrie de défense, et il faut avoir en tête que cette industrie de défense est stratégique pour notre pays pour deux grandes catégories de questions. Des objectifs de souveraineté qui ont été décrits par Thierry, et puis des objectifs économiques. Les objectifs de souveraineté, vous l'avez compris, il s'agit de permettre à la France d'avoir son autonomie stratégique, la capacité de mener les programmes qu'elle souhaite, mais pour cela, elle a besoin de pouvoir s'appuyer sur une industrie compétitive, performante, à la pointe de la technologie. Et vous avez en tête certainement un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans la presse internationale sur les réactions de certains pays quand la France lance des programmes, quand l'Europe lance certains programmes. Et dans l'actualité, il y a évidemment le SCAF. On voit bien que si la France et l'Europe n'avaient pas leur capacité industrielle de mener ces programmes, ce serait probablement difficile d'acquérir les technologies souhaitées ailleurs. Bon, donc cet enjeu de souveraineté, évidemment, est très important, et de ce fait, le ministère des Armées, ou antérieurement le ministère de la Défense, en s'appuyant sur la DGA, a lancé depuis des décennies tout un tas de programmes qui ont permis à l'industrie de développer des compétences qui sont tout à fait en pointe. Alors, le deuxième enjeu que je voudrais souligner, c'est un enjeu économique. L'industrie de défense est une industrie très importante en France. Elle représente 200 000 emplois. Il y a une dizaine de grands groupes, mais au total environ 4 000 entreprises, donc beaucoup de PME. Et c'est une industrie qui est un pilier d'un ensemble plus vaste qui est l'industrie défense, aéronautique et espace, qui, elle, représente à peu près 400 000 emplois en France et qui fait partie des rares secteurs industriels dans lesquels la France ou l'Europe ont des positions de leadership mondial. Donc quand on parle au niveau économique de relancer le tissu industriel français, en fait, il est évidemment tout à fait important de continuer de favoriser le développement d'une industrie très forte qui représente une part importante du tissu industriel français. Donc Thales, de son côté, est évidemment un industriel de défense, mais aussi un industriel qui travaille dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace, de la sécurité, des transports terrestres également. Désormais, nous réalisons 40% de notre chiffre d'affaires dans la défense et 60% dans le domaine civil. Et les deux, en fait, s'alimentent, puisqu'il y a beaucoup de synergies technologiques entre notre domaine défense et notre domaine civil. L'existence de cette industrie, l'industrie de défense, ne peut pas être supportée seulement par le marché français. On est très très loin du compte, hein, si on regarde le marché français et même le marché européen. Si je prends l'exemple de Thales, nous réalisons 25% de notre chiffre d'affaires en France. Alors, tout le reste n'est pas forcément de l'exportation, puisqu'il y a aussi du chiffre d'affaires réalisé dans d'autres pays à partir de nos filiales dans les autres pays. Mais si on prend spécifiquement les entités, les sociétés, les filiales de Thales basées en France, qui représentent la moitié des effectifs du groupe, hein, au total 80 000 personnes chez Thales, 40 000 en France, les entités françaises de Thales exportent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc vous voyez à quel point l'exportation est fondamentale pour que nous puissions en fait développer nos activités, financer la recherche et développement qui est indispensable dans nos secteurs qui évidemment sont tout à fait high-tech. Alors pourquoi exporter plus spécifiquement au Moyen-Orient, puisque la question avait été posée au départ par Michel Cabirol? Eh bien, tout simplement parce que le Moyen-Orient
fait partie de nos grands clients. Nous avons des partenariats, la France, mais aussi Thales, ont des partenariats avec le Moyen-Orient depuis très longtemps. Nous sommes présents en tant que Thales au Moyen-Orient depuis plus de 50 ans. Nous avons plus de 2000 personnes dans cette région. Et par rapport à nos activités de défense, évidemment, le Moyen-Orient joue un rôle très important. Et au total de la France, le Moyen-Orient représente plus de 40% en moyenne sur 10 ans. Le Moyen-Orient représente plus de 40% des exportations françaises. Donc c'est très important, quand on a des relations de partenariat de long terme avec des pays, de les entretenir, de continuer de répondre aux attentes de ses clients. Vous l'avez noté aussi, la façon dont nous travaillons avec nos pays clients, ça s'applique aussi évidemment au Moyen-Orient, mais aux autres régions du monde, c'est que nous ne sommes plus dans un mode entièrement export, qui pouvait être notre mode de fonctionnement il y a une vingtaine d'années. Mais maintenant, nous localisons beaucoup d'activités dans ces pays pour répondre aux attentes des clients qui demandent des transferts de technologie, mais qui demandent surtout d'avoir la possibilité de créer des emplois, des activités à valeur ajoutée dans leur pays. Nous sommes très attentifs à répondre à leurs attentes de manière à ce qu'ils nous sélectionnent pour de nouveaux programmes. Et il faut bien avoir en tête que quand on parle de localisation d'activités, on ne parle pas de délocalisation. Les localisations d'activités proches de nos clients, ce n'est pas du tout incompatible avec le développement de nos activités en France. Au contraire, cette localisation permet de créer des opportunités de programmes dans lesquels participent aussi nos entités françaises. Donc c'est vraiment une approche win-win pour bien répondre aux attentes clients et créer en fait des opportunités complémentaires pour nos unités françaises. Stéphane Abriel. Merci beaucoup. Moi, je souhaiterais commencer par vous remercier d'avoir mis un tel sujet à l'ordre du jour de cette conférence, un sujet qui est grave, qui est compliqué, qui implique toute la nation. Et je suis content de voir aussi qu'un vendredi soir à 17h, il y a autant de monde qui s'y intéresse. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais être très bref. Moi, je voudrais vous parler en tant que, bien sûr, membre du COMEX de Safran, mais aussi en tant qu'ancien chef militaire et surtout, je dirais, particulièrement en tant que citoyen. Safran, 2 mots, 94 000 personnes, un peu moins de la moitié en France, une société duale avec 80% d'activités civiles et 20% d'activités militaires, et tout confondu, à peu près 85% du chiffre d'affaires indirect effectué hors de notre territoire national. Voilà pour l'équation de base. Ce qui est important de noter, c'est que notre mission première, elle est d'équiper les forces françaises. Elle est de faire en sorte que nos forces aient le meilleur équipement possible pour exécuter les opérations que notre gouvernement leur assigne. Cette mission, en plus, je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que le monde est ce qu'il est, on voit bien sa dangerosité. Elle consiste à protéger nos citoyens, à protéger notre territoire et à protéger nos intérêts partout dans le monde. C'est donc à la France que nous proposons nos équipements, c'est pour la France que nous les concevons. Et l'export n'arrive qu'en second. L'export arrive derrière, parce que, bon, je dirais, sauf exception, parfois on développe à partir d'un matériel existant pour la France quelque chose de plus pour l'étranger. On l'a fait pour les Pays-Bas, on avait le drone Cresserelle pour la France, on a développé le Sperver sur cette base, mais ce n'est pas de très loin la majorité. Donc la France en premier, l'export en second. C'est une nécessité, mes prédécesseurs l'ont dit, si nous voulons que notre société soit rentable, que ces programmes puissent être exécutés et que donc ils soient pérennes, eh bien, nous avons absolument besoin de l'export, ce qui nous permet donc de fournir, encore une fois, aux forces françaises, des matériels dans l'état de l'art et à des coûts financiers qui soient supportables. Si jamais on n'avait pas l'export, nous ne serions plus rentables, et une entreprise qui n'est pas rentable, elle meurt. C'est aussi simple que ça. En plus, il faut noter qu'on a parlé de souveraineté tout à l'heure, les États qui ne sont pas capables de fournir eux-mêmes leurs propres équipements ne sont pas totalement souverains, ils dépendent d'autres pour leurs équipements, et donc à la limite pour leur choix stratégique, ce que la France ne veut pas. L'export est régi par un cadre qui est un instrument d'influence manié avec beaucoup de prudence et de discernement. L'ingénieur général Carlier en a parlé, c'est la SIEMG. Je pourrais vous en parler des heures. J'ai passé pendant 5 ans de ma vie une longue, voire 2 longues journées par mois à traiter des centaines et des centaines de fiches. Et je peux témoigner, je vais limiter le propos le plus bref possible, de l'intensité et de la qualité des débats qui font que, in fine,
la décision ou l'arbitrage donné s'appuie sur des arguments extrêmement solides et qui reflètent la vision de la nation. Certes, c'est parfois un peu long, mais au moins, dans l'autre plateau de la balance, on a l'assurance, la certitude que l'on œuvre dans la même vision que notre pays, que ce que la nation veut faire. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et puis, on parlait aussi du contrôle de l'utilisation qui est faite de nos moyens export. Nous, industriels, on n'a absolument pas les moyens de contrôler la mise en œuvre d'un traité. On ne sait pas dire si l'article 6, l'article 7 du traité sur le commerce des armes sont bien respectés par tel ou tel pays. Et donc, on s'appuie sur les services de l'État qui ont ce rôle-là et qui nous renseignent sur la manière dont cela se fait. Et nous avons des échanges sans bien sûr que l'industrie n'influe en rien sur la position de l'État. Ce système, il est compliqué, il est extrêmement profond, il est très sérieux. C'est un choix de la nation. La nation peut le faire évoluer à sa convenance. En particulier, on parle beaucoup en ce moment de transparence, on parle d'éventuels contrôles parlementaires. Ce sera un choix du pays. Il y a quelques années, le même débat se posait sur le renseignement. Il y a eu une décision qui a été prise et nous la respectons. Quelle que soit la manière dont la nation organisera ce contrôle des exportations, eh bien, nous, industriels, on s'adaptera et on continuera, comme on le fait aujourd'hui, à respecter les règles et les lois qui s'imposent à nous. Merci Stéphane Abriel. Dans la droite ligne de ma première question, je vais continuer sur un sujet grave, qui est d'ailleurs un sujet grave, les exportations d'armement. Est-ce que vous pensez que la montée des ONG et des risques juridiques qui sont liés puissent fragiliser le consensus traditionnel sur les exportations de matériel militaire en France ? Et quelles conséquences en tirez-vous et quelle est votre analyse ? Merci. Moi, de toute façon, je voudrais déjà rappeler que les ONG sont effectivement dans leur rôle. Il est tout à fait normal que les ONG, et puis que nous-mêmes en tant que citoyens, enfin, ce qui a également été rappelé, on puisse effectivement s'interroger sur effectivement un certain nombre de facteurs qu'on a indiqués ici. Après, en termes juridiques, parce que vous parliez du lien juridique, donc je rappelle que ça, c'est les critères d'analyse du traité sur le commerce des armes. On ne va pas rentrer dans un débat très technique, mais vous savez, puisque ça fait l'objet de débats en fait assez récents, il y a l'article 6 et l'article 7 en fait, du TCA. Donc l'article 6, lui, il dit quel est le type d'armes qu'on est en train d'exporter. Donc est-ce que ce sont des armes qui peuvent servir à commettre un génocide ou en fait à servir à des violations du droit humanitaire. Et l'article 7, lui, ce sont des critères d'évaluation. Effectivement, Stéphane Abrial a rappelé que cette évaluation, elle est complètement du ressort de l'État. Ce n'est évidemment pas les industriels qui peuvent le faire. Donc on doit, c'est notre rôle, disposer d'un certain nombre de critères d'évaluation qui sont des critères d'évaluation du risque. Du risque, en fait, prépondérant, parce que c'est ça que dit l'article 7, associé à l'utilisation de ces armes, là encore, de ce que serait une violation du droit humanitaire. Voilà, donc oui, c'est effectivement les critères qui sont ceux utilisés par la CIEMJ et qui du coup expliquent que pour certains types de licences, certains types d'équipements, on soit amené à faire des instructions techniques assez longues, parce qu'il faut évidemment s'assurer du respect de ce critère, et notamment du critère 7, donc effectivement, quelles sont les analyses de risque que nous avons menées. Alors, en termes de, après, vous indiquez, est-ce que ça a un impact sur ce que serait un consensus traditionnel en la matière ? Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rupture de ce consensus à l'heure actuelle. Comme je le disais, en fait, les ONG sont dans leur rôle et c'est effectivement normal qu'elles posent ce type de questions. Et donc, du coup, il est normal que nous et que la nation, l'État, apporte en fait le maximum de transparence dans ce débat. Alors évidemment, dans le respect de la confidentialité qu'on indiquait au début sur ce qu'est les débats intrinsèques à la CIEMJ. Donc ça, évidemment, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit et comprendre pourquoi ces débats doivent être confidentiels et le reste. En revanche, je crois qu'on est quand même engagé dans effectivement un effort d'être plus pédagogique, plus transparent sur le respect de ces critères. Vous savez peut-être que chaque année, en fait, il y a un rapport au Parlement, qui est donc là, en l'occurrence, qui vient de sortir sur les chiffres en fait, de nos exportations d'armement et puis effectivement la typologie de nos exportations sur l'année passée. Et donc le rapport de cette année notamment, je crois, est plus pédagogique
présente en fait un certain nombre de données chiffrées qu'on ne fournissait pas avant, et donc effectivement s'inscrit dans cet effort de transparence. Et je pense que c'est ça aussi qui justement doit servir à ne pas rompre le consensus que vous indiquiez. Il est parfaitement naturel que la politique d'exportation de la France en matière d'armement soit définie par les autorités françaises. Et donc la réflexion, évidemment, du côté des autorités est très approfondie sur ces sujets. Les remarques qui ont été faites par Thierry Carlier sur le fait que l'analyse amène à faire des distinctions entre les catégories de solutions par rapport à tel ou tel type d'enjeu ou de risque, c'est ce que nous vivons, et nous avons effectivement l'occasion d'avoir un dialogue très approfondi avec nos autorités sur les caractéristiques des équipements pour lesquels nous demandons des licences. Et il va sans dire que l'industrie respecte exactement les consignes et les autorisations qui sont données. Alors, cela étant, au-delà de ça, en tant qu'industriel, et ça s'applique évidemment totalement à Thales, nous avons aussi notre approche de responsabilité d'entreprise, notre approche éthique. D'ailleurs, nous décrivons, si ça intéresse un certain nombre d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans le document de référence qui est publié avec les comptes de l'entreprise. Donc nous cherchons nous-mêmes à avoir une politique responsable. Et d'ailleurs, alors pour juste citer un autre cas de figure où on cherche aussi à avoir une politique responsable, c'est dans le domaine du développement des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets complexes, mais sur lesquels l'approche d'une entreprise comme Thales, en tout cas, c'est de strictement observer les réglementations et les consignes et autorisations ou refus d'autorisation qui sont donnés par les autorités, mais au-delà de ça, d'avoir sa propre approche. Et donc on va d'ailleurs beaucoup parler pendant le Salon du Bourget de notre approche en matière d'éthique et de responsabilité dans le domaine des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Merci. Juste un tout petit rappel très bref sur le principe. Vous savez que, sans doute tous ou presque tous, que le principe de base de l'exportation d'armement, c'est l'interdiction. Et que toute exportation se fait par dérogation donnée par l'État, et ce sont les licences dont parlait Pascal Souris, et bien sûr ce système ne peut pas être violé, il est forcément respecté par toute l'industrie. Je veux dire que très sincèrement, je salue et je respecte l'action des ONG, surtout celles qui s'engagent sur des théâtres de manière à panser les plaies causées par les conflits armés. Ayant servi longtemps sous l'uniforme, je sais un peu de quoi je parle, et je trouve que leur action est nécessaire, elle est parfaitement respectable, et je pense qu'elle va s'inscrire dans la durée. Certaines font même preuve de beaucoup de courage, mais je disais tout à l'heure, le monde étant ce qu'il est, on est encore très loin du monde que les plus jeunes s'en souviendront. John Lennon imaginait dans sa chanson Imagine « Nothing to die or kill for ». C'est pas pour demain, malheureusement. Ceci dit, je suis un petit peu mal à l'aise devant les leçons que certains pensent pouvoir donner. Et il faut toujours avoir en tête que, encore une fois, la mission première de ces équipements militaires fournis par l'industrie, c'est de servir les armées françaises, donc de servir les intérêts de notre pays. Deuxièmement, que l'export est très bien encadré et que les décisions d'exporter tel ou tel type d'équipement vers tel pays est longuement mûrie, débattue et parfaitement argumentée. Et puis, troisièmement, il faut se souvenir aussi que les règles d'engagement des armées françaises sont extrêmement strictes. La force exercée l'est avec beaucoup de maîtrise contre la violence de groupes armés à droite à gauche. Et ceci est destiné à éviter que des armements s'égarent ou qu'il y ait des dégâts, qu'on appelle, du curieux terme d'origine anglaise, collatéraux. C'est une manière de masquer des souffrances. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une obligation très ferme pour les industriels de fournir des armements qui répondent à cette exigence et qui donc ne font qu'un minimum de dégâts en dehors des cibles qui nous sont assignées.
Stéphane Abrial, gardez le micro. J'ai Oui. juste une petite question complémentaire. Est-ce que votre groupe a déjà eu un refus d'exporter? Et je poserai la même question à Madame Souris. Oui, bien sûr, parce que ce sont des démarches de longue durée. Et donc, entre le moment où soit on imagine qu'on pourrait explorer une possibilité vers un pays, soit que ce pays vienne nous solliciter et nous dise « moi, je suis intéressé par tel ou tel équipement », le moment où on avance dans la démarche avec eux et on soumet une demande à l'État, la situation peut avoir évolué. Et à ce moment-là, l'État dit non, c'est un no-go, et on n'y va pas. Très bien. Madame Souris? Oui, même chose pour nous. Alors, bon, moi, ce que j'ajouterais peut-être, c'est que nous avons un dialogue en profondeur avec nos autorités, notamment avec la DGA, quand il s'agit de rentrer dans les caractéristiques techniques des équipements. Et en réalité, bon, comme tout le monde est très, très professionnel et comprend bien quels sont les enjeux, dès que nous sentons qu'il peut y avoir des questions sensibles, nous en débattons avec la DGA avant de faire des demandes de licence. Donc le dialogue, la plupart du temps, permet pour nous de comprendre que tel type de capacité ne va pas être... nous n'obtiendrions pas l'autorisation d'exportation, et dans ce cas-là, nous nous abstenons de faire la demande. Alors, il y a eu des cas qui étaient moins clairs parce que, bon, il pouvait y avoir doute sur est-ce que ce serait accepté ou pas, et dans ces cas-là, on peut soumettre des dossiers. Mais la plupart du temps, le dialogue nous permet de savoir que tel dossier a de très très bonnes chances de pouvoir être accepté, et un autre dossier, c'est même pas la peine de soumettre la demande de licence. Non, mais en tout cas, ça demande tout le sérieux de la procédure. Je veux dire, un no-go, ça veut dire qu'il y a eu une analyse, donc du coup, ça montre tout le sérieux de cette procédure et de la procédure française. Je vous laisse la parole. Oui, en fait, très brièvement, c'est vrai que je pense que c'est très bien illustré par les propos de Pascal Souris et Stéphane Abrial, compte tenu effectivement de la durée qui affecte ces processus et ces discussions aussi effectivement que tu as décrit entre les services de l'État et les industriels. En réalité, il y a 3 cas. Il y a soit effectivement un refus de licence, ça peut arriver effectivement, parce que la situation a changé ou que l'industriel dit moi je maintiens ma demande de licence, et dans ce cas-là, ça peut se traduire par un refus. Ou alors c'est un retrait effectivement du dépôt de la demande de licence parce qu'on a été effectivement dans cette discussion en amont où l'industriel tout à fait légitimement dépose une demande. On discute entre nous, effectivement la situation évolue, où on constate effectivement on apporte des critères qui démontrent que dans telle situation ou à tel moment c'est pas pertinent, et à ce moment-là l'industriel dépose fait un retrait, retire sa demande, ou alors effectivement comme tu l'as indiqué, c'est encore en amont, et dans ce cas-là vous la déposez pas. Voilà, donc il y a bien effectivement ces 3 cas. Ou effectivement, alors l'ajournement, parce que ça c'est quelque chose qui est normal et qui fait partie des discussions qu'on a en Siemge, de dire que dans des cas effectivement qui nécessitent des compléments d'instruction, soit de dialogue avec l'industrie, ou parce qu'effectivement nous-mêmes on va devoir encadrer tel ou tel aspect de l'exportation et ça nécessite des compléments d'investigation technique, à ce moment-là ça donne lieu à un ajournement pour pouvoir mener ces travaux techniques entre l'industrie et nous. Voilà. Donc, je vais passer sur une question plus générale. Quels sont les atouts de la France sur ce marché si particulier qu'est les exportations d'armement ? Je crois qu'on l'a tous les trois un petit peu dit. C'est ce que moi j'avais appelé un peu notre marque de fabrique. Donc c'est vraiment, je crois, cette démarche en fait de partenariat déjà qu'on propose aux pays clients avec une offre qui est globale, avec ses différentes composantes, en disant effectivement on n'est pas là, surtout pas, pour simplement vendre un équipement, et on propose un accompagnement qui peut évidemment être dimensionné en fonction de ce que souhaite le client, à la fois en termes, comme ça a été dit, d'implantation locale, de transfert de technologie, d'accompagnement opérationnel, évidemment, parce que ça c'est clé, en termes de formation, d'entraînement ou d'expertise technique côté DGA, si c'est également demandé par le pays client. Et comme on l'a dit, ça peut aller jusqu'à une assistance complète de maîtrise d'ouvrage quand on est dans un cadre de contrat d'État à État. Après, moi je pense, et ça a été également très bien rappelé à la fois par Stéphane Abrial et Pascal Souris, une autre marque de fabrique de notre offre, ce qui intéresse les pays clients, c'est qu'ils savent que la France a un modèle d'armée
qu'on maintient avec un modèle d'armée complet. Et donc, ils savent que s'ils s'adressent à nous pour tel ou tel équipement, telle ou telle composante, ça s'inscrit dans ce modèle qui est complet. Ils savent aussi, et ça c'est un aspect aussi important, que la France c'est un pays qui apporte une attention particulière à sa souveraineté, à son autonomie, à ne pas avoir de dépendance. Et donc je pense que c'est aussi ça qui les intéresse quand ils s'adressent à nous en fait. Oui, je vais totalement confirmer ce qu'a dit Thierry Carlier. Je dirais que le premier point, c'est cette notion de partenariat d'équipe de France qui fonctionne au total très bien. Pour un pays client, le fait de savoir que un industriel a fourni une capacité similaire en France et que les forces armées françaises ont l'expérience opérationnelle d'utilisation de l'équipement et sont satisfaites de l'équipement, ça les rassure considérablement. Donc cette capacité de partenariat entre forces armées, ministère des Armées et puis l'industrie est un point très important. Au-delà de ça, je pense que la France est reconnue pour ses compétences techniques, ses capacités d'innovation. Je dirais que la France également est appréciée dans les cas où les pays n'ont pas envie de commander toutes leurs capacités aux plus grands pays exportateurs d'armement. Et ça nous donne un certain nombre d'atouts, d'autant plus que notre approche partenariale en tant qu'industrie, mais totalement en liaison évidemment avec la politique des autorités françaises, notre approche en tant qu'industrie, c'est d'être très ouvert à faire des partenariats industriels, des coopérations techniques en profondeur, subject to, évidemment, en ayant les autorisations des autorités françaises, et d'être attentif finalement aux soucis, aux souhaits de nos clients de créer des emplois locaux. Donc ils ont un type de dialogue avec la France qu'ils n'ont pas forcément avec tous les pays du monde, et notamment le plus gros exportateur de la planète. Stéphane Abriel. Oui, très rapidement, quelques compléments. Je confirme la vision d'une très haute technologie. On n'a vraiment pas à rougir, même par rapport aux plus grands de nos partenaires, au pluriel. Des forces armées dont le niveau d'excellence est reconnu partout. Et donc, s'ils utilisent de l'équipement et qu'ils l'utilisent bien, eh ben, le label, en bon français, Combat Proven by French Forces, est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Je l'ai vécu des deux côtés du miroir. C'est un véritable aimant pour certaines armées avec lesquelles nous voulons travailler. La France, malgré ce qui a pu être dit ici ou là depuis quelques années, reste totalement indépendante dans ses grands choix stratégiques. Ce n'est pas le fait d'avoir réintégré la structure militaire de l'OTAN qui a changé quoi que ce soit, et la vision des autres pays est restée la même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et puis, comme le disait Pascal Souris, c'est une équipe France qui marche très bien. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques années, elle est vraiment montée en cadence, montée en puissance. Je ne jetterai pas des fleurs à ceux qui sont ici, mais puisqu'il n'y en a pas à cette table, je citerai en particulier un réseau diplomatique français qui est vraiment de haute volée et qui joue un rôle essentiel dans la diplomatie économique de notre pays, y compris dans ce secteur. Alors, juste avant de passer le micro à la salle, je vais poser une série de questions qui a trait à la fameuse équipe de France. Quelle serait, alors elle marche beaucoup mieux depuis une dizaine d'années grosso modo, quels seraient les points à améliorer pour qu'elle soit beaucoup plus performante? Est-ce que les ambassades qui sont un peu les yeux et les oreilles de la France jouent-elles vraiment tout le jeu? Est-ce qu'il y a un partage des informations optimum entre les industriels et les services étatiques? Est-ce que les rivalités entre les industriels français ne sont pas contre-productive? Et a-t-on enfin une intelligence économique performante en France? Oui, ça fait effectivement beaucoup de questions, donc je ne suis pas sûr de pouvoir les traiter toutes de manière linéaire. Non, enfin, ce qui effectivement fait partie des points saillants de ce que vous avez indiqué. Alors, bah, oui, enfin, on peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr que... Enfin, je crois qu'on peut dire que notre équipe de France
Elle fonctionne effectivement très bien, comme ça a été rappelé par Pascal et par Stéphane, parce que aussi c'est aussi un peu un modèle small is beautiful. Donc on a, je pense, dans ce cadre-là, peut-être plus de réactivité, évidemment, que le grand partenaire américain auquel on pense tous. La performance de notre réseau diplomatique, ça a été rappelé. Je pense effectivement, moi, depuis, je dirais, 1 an et demi que je suis dans cette fonction, ce qui me frappe, en fait, c'est la réactivité du système et la façon dont il boucle sur, en fait, des situations qui sont en constante évolution tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Donc, c'est la grande diversité à la fois de nos prospects d'armement, les évolutions de ces différents prospects et les situations aux multiples rebondissements qu'on peut vivre tous les jours font que ça ne pourrait pas fonctionner si effectivement on n'avait pas d'une part une équipe de France extrêmement soudée et qui fonctionne de manière très réactive. Donc ça, c'est quand même un point saillant que je voulais signaler. L'intelligence économique, oui, évidemment c'est un facteur qui est complètement prépondérant. On a pas mal d'éléments, donc je pense que ça fonctionne. Bon, là aussi, on peut toujours en avoir plus, et je pense qu'un élément important, c'est de faire le lien avec ces aspects de réactivité qu'on a mentionnés. C'est-à-dire que pour être valable, les informations justement doivent être actualisées avec une fréquence qui est quand même assez élevée. Alors sur la question en fait des échanges d'informations, est-ce qu'il y en a assez, est-ce qu'il pourrait y en avoir plus, moi je pense que dans le cadre de cette équipe France, enfin entre industriels et État, on a le bon niveau d'échange d'informations. Au-delà, je crois qu'il faut quand même rappeler, parce qu'on l'a dit, il y a certains aspects en fait des sujets qu'on traite qui sont quand même sujets à une confidentialité qui reste importante. Confidentialité, y compris quand même au plan commercial. Donc ça veut dire que, comme pour les marchés d'armement d'ailleurs, au plan français, il y a des informations qu'on partage, et puis il y en a certaines qu'on doit légitimement protéger. Donc ça reste important. La question des concurrences franco-françaises, alors effectivement, ça existe dans certains cas, mais je pense qu'il est toujours bon de rappeler que nos industriels, d'ailleurs ils demandent, comme ça a été rappelé, ils demandent des licences au gouvernement français, et en fait ils répondent aux appels d'offres qui sont émis par les pays clients. Voilà, donc de temps en temps, c'est vrai que ce sont les pays clients qui eux-mêmes demandent à disposer de plusieurs offres. Ça peut être des offres déposées par les industriels ressortissants de plusieurs pays européens, et puis parfois ça peut être plusieurs offres françaises. Donc nous, évidemment, on promeut l'industrie française dans ses différentes composantes. C'est plus facile, effectivement, pour l'État français, lorsque le pays client s'adresse à nous, de lui donner un avis sur une solution qu'on connaît. Alors, ça ne veut pas forcément dire un matériel qu'on a, nous, dans les forces, parce que dans certains cas, il y a des matériels qui sont développés spécifiquement pour l'export ou parce que le pays client a lui-même un besoin qui diffère un peu de notre besoin national. Et dans ce cas-là, on lui donne un avis sur la commonalité, notamment avec les solutions qu'on a nous. Voilà, donc je dirais c'est les différents points par rapport à ce que vous évoquez. Oui, donc moi je souhaite quand même redire que l'équipe de France fonctionne bien. C'est le point numéro 1. Nous avons évidemment beaucoup de relations avec le ministère des Armées et la DGA en particulier, mais pas seulement, puisque l'état-major des armées contribue beaucoup en tant qu'utilisateur de nos systèmes à pouvoir parler aux homologues du côté du pays client de la satisfaction qu'ils ont de nos matériels. Donc c'est vraiment un gros effort qui est fait par le ministère des Armées. Il y a également un rôle très important du côté du Quai d'Orsay. Les ambassades, et ça a été dit tout à l'heure par Stéphane Ambrial, sont très orientées désormais vers la diplomatie économique. Donc nous avons pas mal de soutien. C'est évidemment quelque chose qu'il faut continuer d'encourager, que les ambassades aient beaucoup d'objectifs d'aider les entreprises à se développer dans les pays où elles sont implantées, et donc encourager y compris les ambassadeurs eux-mêmes, le service économique de l'ambassade, les attachés de défense. Alors dans certains cas, il y a même des attachés d'armement, mais dans le cas où il y a seulement des attachés de défense,
faire en sorte qu'ils soient bien sensibilisés aux enjeux économiques relatifs à l'industrie de défense. Je dirais que c'est le cas, mais on peut toujours encourager à ce que ce soit encore plus le cas. Un point qui est très important, c'est que la France reste fortement impliquée dans les programmes de formation des militaires des pays clients, des utilisateurs de nos systèmes. C'est très apprécié et c'est extrêmement efficace pour convaincre un pays de s'appuyer sur les solutions françaises. Également, les coopérations, les exercices en coopération entre les opérationnels, entre les forces, c'est extrêmement utile. Alors, après, il y a toute la dimension économique, le rôle des financements français, le Trésor, la BPI, donc tout ça fonctionne bien et nous on trouve beaucoup de réactivité, y compris quand on doit exporter vers des pays dont le classement en niveau de risque est quand même pas forcément idéal par rapport aux yeux d'un financier. La France fait beaucoup d'efforts, mais c'est très important que la France puisse le faire. Donc, moi, je dirais que oui, il y a beaucoup d'axes où on peut renforcer ces coopérations et cet effort de soutien de nos autorités, mais au total, je trouve qu'ils sont déjà très mobilisés. Merci. Stéphane Abriel. Rapidement, quelques mots. Je dis que tout à l'heure, je trouve que l'équipe de France fonctionne très bien. Même si, étant originaire de Gascogne, je préférerais qu'on parle de PAC que d'équipe, mais bon, on y arrivera peut-être un jour. On peut en parler. Merci. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit l'ingénieur Carlier, parce que les affaires étatiques, c'est son domaine. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en tant que citoyen, je trouve que la concurrence est parfaitement saine, même franco-française. Il y a des domaines où elle ne peut pas s'appliquer. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des constructeurs d'avions. Autrefois, il y en avait plusieurs, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, constructeur d'avions militaires en France. C'est le cas dans les moteurs militaires. Il n'y en a plus qu'un aussi en France, et quel constructeur. Mais ça, c'était la vision de l'État juste après la Deuxième Guerre mondiale, de réunir tous les fabricants en une seule entité, la SNECMA. La concurrence, dans d'autres domaines, elle peut s'appliquer et elle se joue de manière tout à fait normale. Il y a un seul endroit où elle est un handicap, c'est justement à l'export. Parce que quand vous êtes face à un appel d'offres dans un pays où vous avez une offre d'une entreprise américaine, une offre d'une entreprise allemande, une offre d'une entreprise que sais-je, et 2 ou 3 offres d'entreprises françaises, eh ben, l'ambassadeur des États-Unis, de l'Allemagne, etc. sont full speed à 100% en soutien de leur entreprise, et l'ambassadeur de France déclare forfait parce qu'il ne peut pas prendre parti entre des entreprises de son pays. Donc c'est une difficulté à l'export, mais c'est vraiment la seule, et je ne vois pas en tout cas comment l'améliorer, c'est bien parfaitement normal. Merci Stéphane Abriel. On va passer le micro à la salle. On va prendre une seule question parce qu'il y a un discours de clôture de la ministre Frédérique Vidal qui va commencer dans peu de temps. Donc s'il y a une question, monsieur. Alors, question rapide. Très rapide. S'il vous plaît. Général Bruno Maurice, ancien conseiller du gouvernement pour l'innovation et le numérique. Ma question, vous l'avez évoqué, c'est la souveraineté et l'intelligence artificielle. Comment j'exporte un système d'armes dont la performance dépendra de l'intelligence artificielle, de la façon dont on mettra les briques technologiques et la façon dont on les aura nourries, et à partir de nos données qui sont par essence souveraines. Quelle est cette complexité et comment voyez-vous les choses ? Oui, je veux bien répondre à ça. Rapidement. Oui, très, très rapidement. Je ne vais pas faire 3 heures sur l'intelligence artificielle. Bon, les capacités d'une solution, de toute façon, maintenant, tout le monde est très conscient que quand on fournit une solution, la partie matérielle, dans la plupart des cas, n'est pas prédominante. Tout ce qui est le plus important, c'est les capacités des logiciels qui vont avec les équipements fournis. Bon, donc, dans les systèmes qui seront fournis et qui intègrent et qui intégreront de plus en plus de capacités de traitement big data, d'intelligence artificielle, eh bien, il nous appartiendra en tant qu'industriels d'avoir correctement décrit nos matériels et les capacités
pour obtenir des licences d'exportation. De toute façon, on aura un mécanisme de licence d'exportation pour ces matériels-là comme on l'a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on mesure les performances. Demain, il y aura également un certain nombre de règles pour regarder, notamment, il y aura une question qui sera certainement examinée de plus en plus à l'avenir, c'est à partir d'une solution fournie par la France, quel est l'impact si tel pays client développe des capacités supplémentaires de son propre fait, qui ne seraient peut-être pas sous le contrôle des autorités françaises. Est-ce qu'il y a un risque ou pas qu'un premier niveau de solution fourni et autorisé par la France puisse poser un problème ultérieurement? Oui, je crois que Pascal a tout dit. Effectivement, moi, deux points très rapidement. C'est d'une part, dans ce cadre-là, c'est exactement ce que tu indiques, l'intelligence artificielle, à la limite, ne se distingue pas des autres types de transfert de technologie, où effectivement, comme je l'ai indiqué au début, on doit être vigilant au fait qu'à partir du moment où on transfère une technologie, on va apprécier à ce moment-là, dès le début, tout ce que le pays partenaire et client pourra en faire en termes de développement complémentaire et les impacts que ça pourra avoir. Donc, je dirais que l'intelligence artificielle s'inscrit dans ce cadre-là. Deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que, un peu comme tous les nouveaux types de domaines, tout ça aussi se discute dans le cadre d'instruments ou de régimes aussi qui sont des régimes internationaux auxquels la France est partie. Je pense par exemple à l'arrangement de Wassenaar, où tous ces ensembles en fait, de nouveaux domaines technologiques, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-tend en termes de contrôle des exportations, c'est quand même des choses qu'on partage avec les grands pays exportateurs effectivement, qui ont des enjeux dans ces domaines-là. Et donc, ça fait partie effectivement des réflexions qui se mènent aussi dans un cadre international. Et c'est normal. Oui, moi je dirais aussi que c'est un monde nouveau, une technologie nouvelle à laquelle on va s'adapter comme on s'est adapté aux technologies au fur et à mesure qu'elles sont apparues. Elle est un peu plus difficile à percevoir parce qu'elle est intangible et donc on ne peut pas prouver visuellement que le matériel est bien protégé, qu'il n'y a pas d'intrusion possible, qu'il n'y a pas d'exfiltration de données. On le sait une fois que ça s'est produit, alors qu'un matériel physique, c'est beaucoup plus facile à observer, mais à nous de développer au fur et à mesure que les systèmes de systèmes, l'intelligence artificielle s'impose dans ces systèmes, à nous de développer les bonnes protections et les bonnes barrières. Merci à vous, ce sujet est passionnant mais aussi grave. On pourra en discuter pendant des heures et des heures. Je tiens à vous à vous remercier chaleureusement de votre participation et je vous demande de les applaudir. Merci.